Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation sécuritaire au Sahel. Il est intitulé « Terrorisme au Sahel, le drame continue ». Alors pour en parler, il y a avec nous Mokrane Touarabi, journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires. Bonjour Monsieur Mokrane Touarabi. Bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation Mokrane Touarabi. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous avons sur le plateau d'Ifriqiya FM. Alors Monsieur Touarabi, le terrorisme continue d'endeuiller les pays du Sahel. Non loin que samedi 24 août, une attaque ayant ciblé la localité de Barsalogo, située dans le nord du Burkina Faso, a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. À ce jour, aucun bilan officiel n'a été transmis par les autorités militaires burkinabées. Des sources médiatiques le parlent néanmoins de 200 morts et de plus de 300 blessés. Le groupe JNIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque et a même diffusé une vidéo dans laquelle on voit des dizaines de corps gisant au fond de tranchées. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, avait pourtant promis de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Mais 2 ans plus tard, près de la moitié du Burkina Faso échappe au contrôle de l'État. Selon l'ONG américaine ACLED, depuis le début de cette année, au moins 3800 civils et militaires ont été tués dans les attaques djihadistes. La situation n'est pas meilleure au Mali ou dans le nord du Nigeria où les attaques terroristes sont presque quotidiennes. Alors, Monsieur Mokrane Touarabi, comment peut-on expliquer cette flambée de violence alors que les gouvernements locaux, les jeunes en place au Burkina, au Mali, au Niger et le gouvernement du Nigeria ont fait de la lutte antiterroriste leur principale priorité? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le phénomène du terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Donc on parle là du Sahel central, qui regroupe quand même des pays qui ne sont pas suffisamment outillés sur le plan des moyens, oui. Avec des armées qui ne sont pas réellement ou suffisamment formés et entraînés pour faire face à cette menace, à cette guerre asymétrique qui n'a rien à voir avec ce que les militaires apprennent dans des écoles oui. de formation pour mener des guerres normales, conventionnelles, comme on les appelle. On appelle là, nous sommes dans le cas de guerre asymétrique. Tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui, vous avez un vaste territoire oui. qui quand même va de la frontière de la Mauritanie, puisqu'aujourd'hui la Mauritanie fait exception dans la région, on peut dire jusqu'à la mer Rouge, parce que vu l'instabilité que connaissent le Soudan Sud et la Corne de l'Afrique d'une manière générale, donc toute cette zone souffre justement, est devenue une zone d'un endroit où tous les bandits, tous les groupes justement arrivent à agir, à circuler pratiquement en toute liberté. Revenons donc au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Alors vous voulez dire, Mokrane Touarabi, juste pour résumer un peu ce que vous venez de dire, c'est que nous avons un arc de crise qui va de l'Atlantique
pratiquement, jusqu'à la mer Rouge. Cet arc de crise exclut bien évidemment la Mauritanie qui, depuis quand même une bonne décennie, a retrouvé une certaine stabilité. C'est un pays qui a une maîtrise sécuritaire, un maillage sécuritaire de son territoire qui est assez conséquent. Donc les groupes terroristes ne s'y meuvent pas comme ils le souhaitent. Mais par contre, nous avons le Mali, le Burkina Faso, le nord du Nigeria, le Tchad, le Soudan du Sud, la Somalie. Ce sont des pays qui sont dans l'œil du cyclone. Dans le cas du Mali, Moukhala Touarabi, dans le cas du Sahel central, comme vous l'appeliez au début de l'émission, alors il y a une opération qui a été lancée en 2013 par les forces françaises, c'est l'opération Serval, tout le monde le sait, une opération qui a évolué en opération Barkhane. C'est vrai que c'est une opération qui a réussi qui a permis l'élimination d'un certain nombre de chefs terroristes, mais on a l'impression que cette opération n'a fait que geler un peu, si vous voulez, cette opération. La preuve, cette opération s'est soldée par un échec, parce que la question du terrorisme se pose toujours avec acuité dans la région, mais bien plus que ça, on a l'impression que cette opération a permis au groupe de terroristes de se réorganiser dans la région. Tout à fait, pour la simple raison que vous savez que la lutte antiterroriste n'est pas uniquement militaire. Oui. La traiter sous le seul angle militaire, c'est l'endiguer pour un moment, mais sans arriver à l'éradiquer, à l'éliminer de manière définitive et durable. Et c'est ce à quoi est confrontée actuellement cette région. Vous avez cité effectivement des opérations qui ont été menées par des forces des pays extérieurs à la région, oui, et qui n'ont pas connu le terrorisme tel qu'il a été connu par les pays de la région, oui, et donc qui ne peuvent pas comprendre la réalité de ce phénomène qui n'est pas forcément la même que ce qu'on peut voir dans certains pays en Europe, en Occident ou dans d'autres régions du monde. On parle quand même d'une région assez pauvre, d'une zone assez pauvre, de pays assez pauvres. Les opérations qui ont été menées jusqu'à maintenant, c'est des opérations ciblées qui ont donné peut-être un léger résultat au moment où ils ont été menés, mais on peut pas éliminer le terrorisme si on s'attaque pas à ses sources, à ses véritables sources, oui, qui sont diverses. Et c'est le terrorisme s'alimente de la pauvreté, des injustices, des inégalités, s'alimente des ingérences aussi étrangères, oui, qui portent atteinte aux souverainetés des pays, et il s'alimente des problèmes, donc de vulnérabilité des États à instaurer leur sécurité, de leur faiblesse. Tout ça n'a pas été jusqu'à maintenant mené d'une manière assez sérieuse dans cette région. Ce qui fait que même si on donne un coup à un groupe terroriste, on élimine des centaines de terroristes, c'est ce qu'on constate. Quand même, il y a eu des opérations réussies au cours de ces dernières années, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, ou dans d'autres régions, pays qui connaissent ce phénomène. Et il y a des bilans quand même assez intéressants sur le plan du chiffre, mais sans pour autant arriver à éradiquer ces groupes terroristes et à les réduire à néant, pour la simple raison qu'ils arrivent toujours à se régénérer, à recruter. Oui. Pourquoi ils arrivent à recruter? C'est pour toutes les raisons que nous venons de citer. Donc il y a un terrain fertile à ces groupes terroristes pour qu'ils continuent à recruter dans cette région. Ils ciblent essentiellement les jeunes qui restent quand même la frange de la société la plus sensible, oui, aux thèses de ces groupes terroristes, qui leur miroite monts et merveilles pour leur faire croire que s'inscrire dans cette logique pourrait améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Oui. Alors, Moukhala Touarabi,
À partir de 2020, un certain nombre de pays du Sahel central vivent des coups d'État. Les régimes démocratiquement ou les présidents démocratiquement élus sont renversés par des coups d'État militaires. Et ces coups d'État militaires sont justifiés par l'incapacité de ces gouvernements démocratiquement élus de lutter efficacement contre le terrorisme. C'est le cas par exemple au Mali, où la junte malienne a renversé le président qui avait été démocratiquement élu, qui est le défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc au motif que Keïta n'avait pas su stabiliser le Mali, n'avait pas su lutter contre le terrorisme. Et donc dans le prolongement de ces coups d'État, on a demandé aux forces extra-régionales présentes dans la région de partir. C'est le cas des forces françaises particulièrement, qui menaient alors l'opération Barkhane avec près de 5000 hommes. Donc le Mali a aussi demandé aux forces onusiennes présentes principalement dans le nord de Mali, une force onusienne forte de 11 000, 12 000 hommes. Et donc, en parallèle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger changent d'alliance militaire. Plutôt que de travailler avec les Occidentaux, donc ils préfèrent travailler avec d'autres pays. Bon, c'est le cas de la Russie, par exemple. D'autres pays font appel aussi à l'expertise turque, à l'expertise émirati. Certains pays font appel aussi à des mercenaires. Et donc, ils promettent de lutter contre le terrorisme et de rétablir la dignité de leur pays. Mais bon, force est de constater, Moukhala Touarabi, que cette stratégie n'est pas encore payante. C'est le cas du Mali. 4 années après le coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali se débat toujours dans des problèmes sécuritaires, je dirais, inextricables. Bien pire. Donc, pire que cela, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression aussi que la menace se rapproche de plus en plus de Bamako. Alors, certains spécialistes disent que le pouvoir à Bamako ne contrôle que un tiers du territoire malien. Dans le cas du Burkina Faso, c'est la moitié du territoire burkinabé qui échappe au contrôle de l'armée burkinabé. Le nord du Nigeria est aussi une zone grise, comme l'est aussi la région des 3 frontières qui relie à la fois le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Tout à fait. Vous avez bien résumé la situation. En fait, il y a des différences entre quand même les 3 pays. Quand vous prenez le Niger, vous allez constater que le Niger, par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso, tire son épingle du jeu. Oui. Relativement, c'est un pays qui a sous Mohamed Bazoum, c'est pas pour le défendre. Il y a eu quand même un travail qui a été entrepris par les dirigeants nigériens pour justement lutter contre ce phénomène sur les 2 tableaux, à la fois la déradicalisation, en essayant d'apporter, en essayant de mener des opérations, des efforts pour améliorer le quotidien de certaines populations qui se retrouvent dans des zones devenues des repères pour les terroristes, donc pour les éloigner de cette idéologie mortifère et destructrice. Radicale. Aujourd'hui, le Niger souffre beaucoup plus de cette menace terroriste, de ces opérations actions qu'on mènent les terroristes au niveau de la zone qu'on dit des 3 frontières. Donc, c'est le Liptako Gourma. Liptako Gourma qui est un cercle qui regroupe donc des régions frontalières entre Niger, le Mali et le Burkina Faso, comme vous venez de le dire. Donc quand vous allez jeter un coup d'œil sur les opérations au cours de que ce soit en 2024, en 2023 ou bien avant, vous allez trouver qu'il y a une forte concentration des opérations au niveau des régions proches de cette zone frontalière appelée la zone des 3 frontières.
En revanche, si on revient au Mali, vous allez voir que les opérations terroristes, elles sont sur la ligne frontalière avec le Niger, un Oui, peu. oui. Et Elles sont aussi au centre du Mali. Elles sont beaucoup plus concentrées au centre du Mali qu'au nord du Mali. Mopti, par exemple. Oui, je peux vous citer quelques-unes. Effectivement, vous avez cité Mopti et on peut descendre un peu encore plus loin pour citer Ségou ou encore Sékano, Kouali, qui sont au sud, donc proches des frontières avec à la fois la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous avez Mopti qui n'est pas loin du Burkina Faso et du côté de l'est, donc du Mali, proche de la frontière du Niger, vous avez Ménaka. Ménaka, oui. Voilà. Ménaka qui a été assiégé pendant longtemps. On a constaté que le régime de Assimi Goïta, depuis sa prise de pouvoir, sa prise de pouvoir, et plus particulièrement depuis qu'elle a décidé de dénoncer les accords de paix d'Alger et de renvoyer la force onusienne qui était présente au nord du Mali. Elle a concentré toutes ses forces avec tous ses soutiens, avec notamment l'apport des paramilitaires Wagner. Donc la société privée Wagner qui aide l'armée malienne dans ses efforts entre guillemets de lutter contre le terrorisme. Tous les efforts de Assimi Goïta sont concentrés sur cette zone du nord du Mali, qui est une zone où il y a beaucoup plus des groupes politico-militaires signataires des accords menés, qu'on appelle les accords d'Alger, qui étaient menés sous l'égide de l'ONU, il ne faut pas l'oublier. Ces populations qui représentent les différents, ces groupes qui représentent les différents mouvements de l'Azawad du nord du Mali, qui étaient signataires, c'est eux qui se trouvent beaucoup plus dans cette zone, qui est aujourd'hui la cible des opérations de lutte contre le terrorisme menées par le Mali. Donc ça demande beaucoup de moyens, ce qui fait que le Mali mobilise ses troupes et ses forces, les oriente vers le nord pour mater justement ces groupes, qui considèrent comme des groupes terroristes, alors que c'est des groupes qui revendiquent plus ou moins un statut qui leur permettrait d'avoir un peu accès aux richesses, au développement, ainsi de suite et tout. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire que... Mais vous voulez dire, Mokhranné Touarabi, que Bamako donne plus la priorité Au fait, c'est justement pour réprimer ce qu'ils appellent la rébellion Touareg, qui n'en est pas une, puisqu'il y a eu des accords qui ont été signés et que à chaque fois, les mouvements de cette région interpellent la communauté internationale pour demander l'application de ces accords. Le régime de Bamako a décidé de dénoncer d'une manière unilatérale ces accords, c'est son droit le plus absolu, mais à aucun moment il a mené de véritables négociations, de dialogue avec les représentants de cette région. Mais il a préféré donc utiliser la force, user de la force contre ces groupes au nom de la lutte antiterroriste. Ce qui fait qu'il a mobilisé le plus grand contingent de son armée vers le nord, laissant le centre du pays et le sud, toute la frontière avec le Burkina Faso et tout, sans un véritable maillage sécuritaire, ce qui a permis aux groupes terroristes, si vous allez jeter de se redéployer, notamment le JNIM, mais aussi l'État islamique, qui infeste toute cette partie du Mali. Et qui constitue aujourd'hui, qui arrive à recruter sur place et à se réorganiser, à se redéployer d'une manière assez inquiétante dans cette région pour frapper d'autres cibles et progresser probablement par la suite retourner vers le nord, comme il l'a déjà fait sous d'autres sigles. Le terrorisme dans cette région évolue constamment, comme on l'a vu dans les début des années 2010, 2011 et 2012, avec une menace sérieuse sur la capitale Bamako. Alors, Mokhranné Touarabi, ce que vous venez de dire, c'est que la junte militaire au pouvoir à Bamako donne plus la priorité à la répression des groupes politico-militaires touaregs du Nord
qu'à la lutte antiterroriste. Donc, oui, tout à fait. Laisse la possibilité aux groupes terroristes présents dans la région, ils sont principalement 2 ou 3, alors on peut citer l'État islamique au Grand Sahara, on peut citer le JNIM comme vous venez de le dire, il y a également le front du Massina qui est aussi une des filiales locales d'Al-Qaïda. Le front du Massina qui a fusionné avec le JNIM ces dernières années. Alors donc tous ces groupes terroristes-là se sont réorganisés, et ce qui leur donne une latitude pour s'attaquer avec plus de facilité aux populations civiles. Donc, juste rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM qu'en 2011-2012, le nord du Mali, ou le nord malien, ou le septentrion malien a vu naître une rébellion. Cette rébellion s'explique surtout par les conditions désastreuses dans lesquelles les populations locales vivent. Donc, ce sont des populations qui se sont senties oubliées par l'État central. Donc, cette rébellion a été, si vous voulez, prise en charge par la communauté internationale. Dans le cadre de négociations menées par l'Algérie qui ont eu lieu à Alger. Donc tous ces efforts de médiation, de négociation ont permis justement à cette crise de trouver une solution. Donc ces négociations ont abouti à un accord qui a été conclu en 2015 à Alger, mais à leur prise de pouvoir en 2020, les militaires à Bamako ont dénoncé de manière unilatérale ces accords qui ont été conclus à Alger et qui ont permis, à la région de retrouver son calme. Et cette dénonciation bizarre par les militaires de Bamako de l'accord ne trouve pas d'explication logique. Est-ce que Bamako est dans une logique de règlement de compte avec les populations du Nord? Quel est l'agenda? Est-ce que en réduisant les populations du Nord, ou réglant leurs comptes aux populations du Nord et aux groupes politico-militaires du Nord qui ont accepté de déposer les armes et de signer l'accord d'Alger qui permet au Mali de sauvegarder son unité, de retrouver sa stabilité. Est-ce que les militaires à Bamako ne sont pas dans une sorte d'agenda politique qui leur permet de gagner des points auprès de la population malienne? Oui, c'est bien clair. On est dans des calculs purement politiques internes. Quand vous attaquez à la région du Nord, qui constitue quand même le gros de la surface du Mali. Oui, c'est les 2 tiers. C'est les 2 tiers de la superficie du Mali. C'est un territoire immense avec des populations qui ne réclament que une meilleure répartition une meilleure répartition des richesses, une meilleure gestion, une meilleure gouvernance. Voilà, une meilleure gouvernance beaucoup plus aussi. Si vous jetez un coup d'œil sur les accords qu'ils ont signés en 2015, effectivement, ils prennent l'unité du Mali, mais aussi ils demandent une meilleure gouvernance à travers une nouvelle architecture de gouvernance dans cette région. À son arrivée, Assimi Goïta avait d'autres calculs politiques. C'est le but. Son but, c'est de se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, pour se légitimer, il fallait une victoire contre les groupes. Il crée des menaces parce que le terrorisme, il menace la sécurité, c'est une menace transnationale internationale. Mais là, il en quelque sorte, il stigmatise une région qu'il accuse à tort de vouloir porter atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, alors qu'ils l'ont prouvé jusqu'à maintenant. Ils s'inscrivent toujours dans un Mali uni. Oui. Donc il y a des calculs internes qui se font au détriment de la sécurité du Mali et de la région. Et de la région d'une manière générale, parce que laisser des zones grises comme le font actuellement les responsables maliens au centre et au sud, ça n'aide pas les pays de la région à mieux lutter contre le terrorisme, même si à travers l'alliance des États du Sahel, il y a une coopération entre les 3 pays de cette alliance, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali. Mais force est de constater que sur le terrain,
le Mali se concentre beaucoup plus sur la partie du nord qui n'est pas actuellement un repère pour les groupes terroristes connus qui agissent sur le territoire malien, le JNIM ou l'État islamique ou d'autres factions de ces groupes, mais beaucoup plus au centre et au sud et au niveau donc des trois frontières, dans la zone des trois frontières. Au Burkina Faso, c'est aussi... voilà, donc une situation, Burkina Faso, c'est le pays le plus affecté par le terrorisme depuis de longues années. Oui. Les groupes terroristes se sont tellement implantés dans cette région, dans ce pays. Surtout du nord du Burkina Faso. Oui. Le nord, donc c'est la zone des trois frontières, mais tout au long des frontières avec le Mali, mais même avec de l'autre côté, c'est le Niger. Et si vous jetez un coup d'œil, vous allez trouver que même sa frontière avec le Togo, et le Bénin pose problème. Aujourd'hui, les groupes sont en train de mener des opérations pour s'étendre jusqu'au golfe de Guinée. Alors, juste pour un chiffre, mon colonel Touarabi, alors le Burkina Faso a connu ses premiers attentats terroristes en 2015 et depuis 2015 en nos jours, on enregistre à peu près 20 000 morts. C'est quand même un chiffre... Tout au moins, si on prend rien que l'année dernière, elle est en tête en termes de nombre de victimes dans le monde. Oui. C'est plus que l'Afghanistan, c'est plus que la Somalie. Alors cette année, c'est 3800 victimes. Et... L'année dernière, c'était 5140. C'est énorme. C'est le premier pays affecté par le terrorisme dans le monde, devant l'Afghanistan et devant la Somalie et le Nigeria qui connaît Boko Haram. Le Mali aussi a été affecté avec plus de 3000 victimes en 2023. Et si au rythme où vont les choses actuellement en 2024, on risque de se retrouver avec le même bilan pour l'année 2024. Oui. Alors, mon colonel Touarabi, comme 2022, 2023, 2024, 2024 comme 2022 et 2023, alors la région reste l'épicentre du terrorisme international. Oui, tout à fait. Mali, Burkina et Niger. Mali, Burkina, le Niger. On peut rajouter un peu le nord du Nigeria. Bon, maintenant on a le Togo et le Bénin aussi. Hein. C'est les répercussions de la situation intenable dans ces trois pays. Donc, pour vous dire que la question de la lutte antiterroriste ne dépend pas d'un pays où les conséquences de l'inefficacité des politiques aussi peuvent avoir de l'impact sur le voisinage, sur les pays voisins. Donc il est bien évidemment inconcevable de penser qu'il est possible de lutter contre le terrorisme sans intégrer tous les pays voisins. Donc tous les pays de la région pour une politique plus mutualiser les moyens. C'est un phénomène transnational qui demande une réponse transnationale aussi. Tout à fait. Donc si on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la région, on trouve qu'il y a effectivement une volonté de coopérer entre le Mali, le Niger et le Burkina. Mais il y a l'alliance des États du Sahel. Mais vu les relations de ces pays avec la sous-région, avec la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, donc même sur le plan de la lutte anti-terroriste, il n'y a pas une réelle politique de coopération régionale qui permettrait justement à ces pays de trouver l'aide nécessaire, qu'elle soit matérielle ou humaine, ou sur le plan de l'expertise, sachant qu'il y a des pays de la région qui peuvent apporter leur expertise dans le domaine et qui peuvent aider énormément à mieux lutter contre ce fléau, comme par exemple, vous avez l'Algérie qui était le premier pays à appeler à asseoir, à mettre en place une politique régionale de lutte contre le terrorisme en créant en 2010 le CEMOC, donc qui visait justement comité d'état-major conjoint qui regroupait donc les 5 pays de la région et justement cette initiative visait à mettre en place une politique de coopération entre ces pays pour à la fois en termes d'échange de renseignements, d'expertise, de formation et de moyens matériels qui seront mutualisés pour mieux faire face à cette violence croissante terroriste dans la région.
Merci beaucoup, Mourad Touarabi. Alors, nous n'avons pas complètement épuisé le sujet parce que, bon, j'avais prévu des questions sur le modèle économique des groupes terroristes, mais comme nous avons épuisé le temps imparti à l'émission, je pense que ce sujet fera l'objet d'une émission complète. Bon, pourquoi pas la semaine prochaine. Avec plaisir, oui. Voilà, donc comme le temps qui est imparti à l'émission est pratiquement épuisé, il ne nous reste plus qu'une toute petite poignée de secondes, juste le temps suffisant pour vous remercier, Mourad Touarabi, d'avoir accepté encore une fois. C'est à moi de vous remercier. D'avoir accepté notre invitation. Donc vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Alors, je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Hassiba. La console technique, il y avait Linda. Bonne écoute avec la suite des programmes d'IFRI FM. Au revoir.